Je précise que la résidence principale, c'est le logement qui est occupé au moins 8 mois à l'année. C'est lié à la notion fiscale. Pour que le logement soit considéré comme étant une résidence principale, l'occupant doit y vivre au moins 8 mois à l'année. C'est-à-dire que pour les propriétaires bailleurs, ça ne peut pas être de la location touristique, de la location saisonnière. Il faut que ce soit une location meublée ou vide, mais en résidence principale. Donc, le propriétaire bailleur s'engage à louer le logement à titre de résidence principale et il s'engage à louer le logement à titre de résidence principale pendant une durée minimale de 5 ans à compter toujours du paiement du solde de la prime. Propriétaire occupant, obligation de s'engager à occuper le logement à titre de résidence principale. Il a un délai d'1 an pour l'occuper, 1 an à partir du solde de la prime. Le propriétaire bailleur s'engage à le louer à titre de résidence principale pendant au moins 5 ans. Ça, c'est une condition d'éligibilité qui a également été rajoutée par rapport à la loi, notamment la programmation sur Habiter mieux. Donc, des obligations pour le propriétaire occupant ainsi que pour le propriétaire bailleur. C'est l'idée que le logement ayant fait l'objet de travaux ne doit pas rester vide, vacant, inoccupé. Il doit être loué, il doit être utilisé. Donc, on met des obligations et surtout des délais pour que le logement soit affecté à l'usage qui avait été prévu au départ. En ce qui concerne les syndicats de copropriétaires, la copropriété qui fait l'objet des travaux de rénovation énergétique doit être affectée de manière prépondérante à l'usage d'habitation, c'est-à-dire que là, on parle d'immeubles où vous avez des locaux à usage d'habitation, mais également, vous pouvez avoir des locaux professionnels ou commerciaux. Il faut que, par rapport au nombre de lots, qu'il y ait une prépondérance, donc qu'il y ait plus de locaux à usage d'habitation que de locaux à usage professionnel ou commerciaux. En général, c'est le cas puisque souvent, c'est les rez-de-chaussée qui sont affectés à des usages de commerce ou d'usage professionnel, mais il faut vraiment que la copropriété, l'usage soit de manière prépondérante à usage habitation. Donc, pour les copropriétaires, il faut que l'usage d'habitation soit prépondérant, mais également que la copropriété soit immatriculée au registre national des copropriétés. Ça, ce sont les 2 conditions pour qu'un syndicat de copropriétaires puisse bénéficier de MaPrimeRénov'. Je précise qu'une prime complémentaire, MaPrimeRénov' copropriété, peut être accordée aux copropriétés qui sont fragiles, mais également les copropriétés en difficulté. Donc là, on revient sur la situation de copropriété où il y a des difficultés financières à boucler le budget des charges courantes, encore pire à envisager des financements de travaux. Donc là, ce sont des copropriétés qui ont des difficultés, qui ont des marges de manœuvre financières très limitées, puisqu'elles n'ont pas la possibilité de financer les travaux. Donc, vous avez des copropriétés qui se dégradent. Donc, justement, pour éviter cette dégradation, vous avez les primes complémentaires qui peuvent être accordées aux copropriétés où il y a déjà une fragilité constatée, mais aussi des grandes difficultés financières. Donc, l'attribution de l'aide MaPrimeRénov' concernant les copropriétés, elle est également conditionnée à l'accompagnement de la copropriété par un opérateur qui va assurer une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est ce qu'on appelle une prestation AMO. Donc, la copropriété aura forcément besoin d'être accompagnée par ce professionnel, cet opérateur. Et il faudra aussi produire une évaluation énergétique d'immeuble de la copropriété. Donc, pour les copropriétaires, les conditions, c'est qu'il faut que ce soit une copropriété de plus de 15 ans, immatriculée au registre national des copropriétés, affectée de manière prépondérante à l'usage d'habitation et pour bénéficier de MaPrimeRénov' copropriété, également l'assistance obligatoire d'une prestation assistance à maîtrise d'ouvrage, AMO, et diagnostic obligatoire, diagnostic énergétique de la copropriété. Autre précision sur les syndicats de copropriétaires, la prime va financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique qui peuvent porter sur 2 grands volets. Le financement peut concerner les parties communes et équipements communs de l'immeuble, donc là, via le syndicat de copropriétaires accompagné par le syndic, mais cette prime peut également financer
les travaux d'intérêt collectif qui vont être réalisés dans les parties privatives. Donc, la maîtrise d'ouvrage, donc la personne qui va être porteuse de ce projet reste quand même le syndicat de copropriétaires, mais la dépense qui ouvre droit à la prime, elle va correspondre à la part supportée par le copropriétaire. C'est-à-dire que lorsqu'on fait des travaux dans des parties privatives, c'est chaque copropriétaire qui va participer, qui va financer une part des travaux. Donc, la dépense qui va ouvrir droit à la prime va concerner uniquement la part du copropriétaire, sa dépense personnelle. Donc, principalement, c'est les parties communes et les équipements communs qui sont visés, mais il peut arriver que ce soit aussi des travaux d'intérêt collectif qui soient réalisés sur des parties privatives. Donc, on a vu qui sont les bénéficiaires, on a vu les conditions de ressources, on vient de voir quelles sont les conditions d'éligibilité à respecter ou les engagements d'occupation du logement à respecter. Là, on passe aux travaux. Quels sont les travaux et surtout les prestations qui sont éligibles à cette prime Rénov'. Alors, les travaux et prestations éligibles concernent notamment, on va juste donner des exemples et je pense que sur ce point, on aura le complément de M. Calas, donc du conseiller Solia. Ça peut concerner les équipements de fourniture d'eau chaude solaire. Donc, on a parlé du chauffe-eau solaire. Ça peut concerner aussi l'isolation des murs en façade, l'isolation des sous-toitures, ventilées des immeubles, mais également les bardages et les bardages ventilés. Alors, je précise juste, puisque ce n'était que des exemples de travaux, qu'il faudra respecter les caractéristiques techniques. Donc, les équipements, les matériaux, les appareils éligibles devront respecter un certain nombre de caractéristiques techniques. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à poser des questions. On poursuit. Je regardais dans le chat en même temps s'il y avait une question. La prime, elle correspond à un montant forfaitaire. Alors, cette prime va varier en fonction de la dépense, mais en fonction aussi des ressources du demandeur. Alors, je tiens à insister sur ce point. Par rapport aux conditions de ressources, j'ai insisté sur le fait qu'on ne prenait en compte que les ressources des propriétaires bailleurs pour bénéficier, pour être éligible à l'aide. Cependant, le montant de la prime tient compte des ressources. Donc, c'est pour ça que quand vous faites l'assimilation, vous verrez qu'on vous pose toujours la question de vos ressources, alors qu'on a bien dit que vous pouvez y avoir droit, quelles que soient vos ressources. Mais c'est parce qu'on tient compte des ressources du demandeur pour calculer le montant de la prime. On a fait juste un petit exemple, mais je pense que sur ce point-là aussi, on pourra revenir. Un exemple d'une prime pour un chauffe-eau solaire. On voyait que la prime en fonction des ressources pouvait aller de 1 000 à 2 000 euros en fonction des revenus du ménage. On a même des cas où vous pouvez vous retrouver à ne plus rien payer du tout. On voit aussi beaucoup de publicité ces jours-ci sur les primes à 1 euro ou rien du tout. Parce qu'avec le cumul des différentes aides, vous pouvez ne plus avoir du tout de somme à payer après les différentes déductions, les différentes subventions. Et ça, c'est un point, comme je vous ai dit, que ce soit sur les travaux éligibles, mais aussi sur des exemples de montants de primes. On va y revenir avec M. Calas par la suite. Donc, on poursuit. Là, on va voir l'articulation entre la demande de prime et le commencement des travaux ou des prestations. Alors, c'est vraiment important. Pour être éligible à la prime, le dépôt de la demande doit être obligatoirement précédé le démarrage des travaux. Donc, on ne peut pas avoir commencé, avoir déjà débuté les travaux et demander l'aide après. Il faut vraiment que ce soit avant le démarrage des travaux. Donc, faites une estimation des travaux, faites des devis éventuellement, mais avant de les commencer, il faut absolument que vous ayez déjà déposé la demande de prime, la demande d'aide. En ce qui concerne les modalités d'exécution des travaux et des prestations, pour bénéficier de la prime, les dépenses d'acquisition ou de pose des équipements, des matériaux ou d'appareils doivent être facturés par l'entreprise.
c'est l'entreprise qui procède à la fourniture, mais aussi à l'installation des différents équipements. Donc, les personnes qui ont peut-être des comptes chez les entreprises de matériaux ou autres ne peuvent pas elles-mêmes faire l'acquisition. Donc, il faut absolument que ce soit l'entreprise qui fasse l'ensemble. Donc, l'entreprise fait l'installation, elle achète les matériaux, dépenses d'acquisition et elle les pose également. Donc, les travaux doivent également être réalisés, obligatoirement être réalisés par une entreprise reconnue garant de l'environnement. C'est les fameuses entreprises RGE que vous verrez. Donc, les travaux ne peuvent pas être réalisés par une entreprise autre que garant de l'environnement puisque vous ne pourriez pas bénéficier de la prime. Je précise également que pour rechercher, pour retrouver les entreprises reconnues garant de l'environnement, vous avez le site, que ce soit le site de l'ADIL, mais plusieurs sites où vous retrouvez par département, notamment le site de DF Guadeloupe, vous retrouvez la présentation du dispositif, mais aussi toutes les entreprises. Par nature de travaux, par commune, par secteur, vous avez la présentation des entreprises RGE. Donc, entreprise RGE devant réaliser les travaux, entreprise qui doit facturer les dépenses d'acquisition, mais également la pose, la fourniture des différents matériaux et équipements. On ne fait pas soi-même. Donc, je pense que pour ça, c'est bon. On a parlé de la possibilité qu'au final, avec les différents cumuls, qu'on puisse ne pas payer grand-chose pour certaines dépenses. Donc, on va voir là quelle est la règle de cumul. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut cumuler plusieurs subventions, plusieurs aides? Alors, un point essentiel, c'est que la prime ne peut pas être cumulée avec une ou des dépenses relatives à des travaux ou prestations qui sont identiques, qui sont réalisées dans le même logement, donc avec les aides à l'amélioration de l'habitat. C'est-à-dire que vous avez des dispositifs d'aide à l'amélioration de l'habitat. Je rappelle que le webinaire du 31 mars va concerner les différentes aides à l'amélioration de l'habitat. Donc, les ménages qui bénéficient d'une aide à l'amélioration de l'habitat ne peuvent pas, pour les mêmes travaux, bénéficier de MaPrimeRénov'. On dit bien les mêmes travaux. Vous pouvez avoir une aide, vous pouvez cumuler une aide si les travaux à l'amélioration de l'habitat portaient sous d'autres travaux. D'accord? Donc, si ce sont des travaux ou des prestations identiques, on ne peut pas cumuler MaPrimeRénov' et les aides à l'amélioration de l'habitat. Et là, c'est spécifique pour les départements d'outre-mer. Toutefois, donc MaPrimeRénov' est cumulable avec un certain nombre d'autres dispositifs, d'autres aides. Notamment, on peut cumuler une prime rénov' avec un éco-prêt à taux zéro qui va financer certains travaux. Ça dépend du montant total aussi de vos travaux. On peut cumuler avec les certificats d'économie d'énergie qui sont versés directement par les fournisseurs d'énergie. On peut le cumuler avec la TVA, la fameuse TVA, taxe sur la valeur ajoutée à taux réduit. Donc, je précise que lorsque une personne effectue des travaux dans une maison qui est âgée de plus de 2 ans et qui est occupée majoritairement à titre de résidence principale, les travaux, que ce soit les matériaux, mais aussi la main-d'œuvre de l'entreprise, le ménage bénéficie du taux réduit de TVA. Alors, le taux normal en Guadeloupe, c'est 8,5. Le bénéfice du taux réduit, c'est 2,10. Donc, on peut cumuler MaPrimeRénov'. On a bien vu, le logement, on a parlé d'ancienneté, il est censé avoir 15 ans. La TVA à taux réduit s'applique pour les logements de plus de 2 ans. Donc, en général, on peut cumuler MaPrimeRénov' avec le taux de TVA, le taux réduit de TVA de 2,10. On peut aussi le cumuler avec le chèque énergie. Alors, je précise que le chèque énergie est distribué normalement automatiquement, mais si toutefois vous répondez aux conditions et que vous n'avez pas reçu le chèque, vous pouvez aussi faire la demande et sur vos tests d'éligibilité directement sur le compte EDF. Donc, on peut cumuler, un même ménage peut cumuler la TVA à taux réduit, le chèque énergie, les certificats d'économie d'énergie avec une prime rénov'. On a vu quelles sont les personnes bénéficiaires de ce dispositif, les conditions de ressources à respecter pour pouvoir prétendre à cette aide MaPrimeRénov', les conditions d'ancienneté du logement, que ce soit pour les propriétaires occupants, bailleurs, mais aussi pour les syndicats de copropriétaires. On a vu les différentes autres conditions d'éligibilité, notamment les engagements d'occupation du logement. Brièvement, on est passé sur les travaux éligibles,
mais on va revenir sur ce point. Le montant de la prime aussi qui est calculé en fonction de la dépense et des ressources du ménage. On a vu l'articulation entre la demande de prime et le début des travaux. On vient de voir la règle de cumul avec les autres dispositifs et les autres aides. Là, on passe à l'instruction des dossiers de demande de MaPrimeRénov'. Le service instructeur du dispositif, c'est le service ANA, l'Agence nationale de l'habitat. Je précise aussi que pour nous, dans les DOM et notamment en Guadeloupe, c'est aussi ce service qui instruit les demandes d'aide pour l'amélioration de l'habitat pour les propriétaires bailleurs. Donc, ceux qui mettent en location, qui souhaitent bénéficier d'aide pour les travaux, hors la rénovation énergétique, peuvent bénéficier de subventions d'aide qui sont accordées par le service ANA. Le service ANA, c'est une cellule de la DEAL, DEAL, c'est la DEAL en Guadeloupe, c'est eux qui représentent le service ANA. Je précise, attention, que ce n'est pas la peine de les contacter, que toutes les démarches sont à effectuer en ligne. C'est une demande totalement dématérialisée. Cependant, l'ANA peut réaliser ou faire réaliser des contrôles nécessaires à la vérification du respect des conditions légales relatives à la prime, notamment les conditions d'éligibilité. L'ANA peut contrôler que les demandeurs répondent bien aux conditions réglementaires de bénéfice de la prime. Il faut également savoir que la prime peut être retirée en cas d'irrespect des conditions liées à son bénéfice. Donc, après contrôle de l'ANA, il peut y avoir des sanctions financières. Donc, nous avons aussi la nouveauté, notamment, comme je vous disais, que la demande est totalement dématérialisée. Donc, afin de faciliter les projets de rénovation énergétique, nous avons un nouveau service public qui a vu le jour. C'est France Rénov' qui permet aux ménages d'avoir des précisions, des informations sur la rénovation énergétique de leur logement. Et vous avez également le simulateur, donc c'est SimulAide, c'est le simulateur de France Rénovation qui permet de vérifier votre éligibilité. Donc, ce sont des liens sur le site France Rénov', vous avez automatiquement le petit simulateur qui vous permet de vérifier tout de suite si vous pouvez bénéficier de la prime. Et ça vous fait également, c'est ça qui est bien, ça vous fait également le calcul de la prime dont vous pourriez prétendre. Donc, tout de suite, vous savez si vous y avez droit et quel serait le montant de la prime. Et ensuite, il vous suffit de choisir une des entreprises RGE qui se charge de facturer, de faire la dépense et de faire la pose des différents équipements et matériaux que vous avez retenus. Donc, voilà sur la présentation. Donc, comme je vous disais, c'était juste la petite fin sur l'instruction des dossiers et le contrôle. Donc là, je vais passer la main. Je regardais aussi s'il y avait d'autres questions, mais là, non. Je vais passer la main à Madame Agnès Ramassamy, qui est la responsable du service prospection et développement à Solia, ainsi que par la suite à Monsieur Patrick Callas, qui est conseiller Solia également, qui va intervenir avec vous et vous présenter le programme ZES ainsi que les éco-gestes également. N'oubliez pas que si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour y répondre. Je coupe mon micro. La main. Mais tu n'as pas partagé. J'ai arrêté mon partage pour que vous puissiez faire le vôtre. D'accord, merci. Merci. Et après, voilà. des petits ajustements.
L'écran est visible? Bonjour à tous. On a tout derrière, Patrick. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez, Madame Louis? Vous m'entendez, Madame Ramassamy? Alors, désolé pour ce petit retard. Nous avons une difficulté de connexion et nous avons également perdu nos deux intervenants. Mais il n'y a plus que nous. Donc, j'attends que les deux personnes de Soulia, donc Madame Ramassamy et Monsieur Callas, puissent se reconnecter. Je peux en attendant vous rappeler. Alors, nous, l'ADIL, nous recevons au 05 90 89 43 63, 05 90 89 43 63. Nous avons Monsieur Callas. Madame Ramassamy, oui. Oui. On nous avait perdu. Vous m'entendez? Oui, oui, effectivement. Je vous entends. Derrière. Merci d'avoir patienté. Voilà. Désolée. Voilà. C'est bon, là, j'ai le partage écran. Oui, bonjour à tous. Je suis, comme vous l'avez présenté, donc Madame Ramassamy, donc responsable du service prospection à Soulia Guadeloupe. Donc, dans un premier temps, effectivement, la thématique centrale, c'est la maîtrise de l'énergie. Comment et pourquoi faire des économies d'énergie. Mais nous allons vous présenter la structure justement qui développe ce programme de maîtrise de l'énergie. Alors, Soulia Guadeloupe existe déjà depuis, en tout cas, vous nous avez connu sous le nom de Kawikira Logement. Donc, nous existons depuis plus de 30 ans. Hein. Et en fait, nous avons deux missions. Une mission de maîtrise de l'énergie et une mission d'amélioration de l'habitat qui est notre cœur de métier et une mission dans le cadre de la maîtrise de l'énergie. Est-ce que vous voyez bien le partage? Oui, je le vois. Vous pouvez le mettre en diaporama si vous souhaitez, le mettre en diaporama. D'accord. Voilà. Donc, en fait, comme je le précisais, nous sommes affiliés à une fédération nationale qui est Solidaire pour l'habitat. Et depuis 2020, nous sommes devenus Solia Guadeloupe, Solidaire pour l'habitat. Et nos missions restent les mêmes. Le cœur de métier qui est l'amélioration de l'habitat. Nous accompagnons les familles modestes dans le montage et la réalisation de leurs projets d'amélioration de l'habitat. Nous intervenons pour le compte des pouvoirs publics au travers de la mise en œuvre même de leur politique d'amélioration de l'habitat. Donc, quand on parle de collectivités majeures, c'est le département et la région.
Donc, nous proposons aussi, au travers de toutes les missions relatives à l'amélioration de l'habitat, nous proposons donc des aides aux familles. Donc, nous intervenons aussi pour le compte, évidemment, pour le compte des familles. Donc, en constituant le dossier administratif, technique et financier. Donc, nous mobilisons les partenaires financiers et nous avons une mission de maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre. Donc, en gros, quand le demandeur s'adresse à Solia Guadeloupe, nous l'accompagnons depuis l'accueil jusqu'à la réalisation des travaux. Et nous accueillons ces familles au siège et aussi dans le cadre de nos permanences mensuelles que nous avons sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe. Alors, notre cœur de métier, comme je le précisais, c'est l'amélioration de l'habitat. Donc, nous mobilisons tous les financements liés justement aux travaux d'amélioration de l'habitat. Et notre partenaire principal, c'est l'État. Donc, nous intervenons dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle le dispositif partenarial pour l'amélioration de l'habitat, où nous pouvons accompagner ces familles dans le projet, le montage du projet financier. Mais en parallèle, depuis 2008, nous avions un espace InfoÉnergie et depuis 2020, cet espace est devenu l'espace, je dirais, toujours de maîtrise de l'énergie, mais nous animons un programme ZEST. ZEST qui est un programme qui est mis en place dans les départements d'outre-mer, dans les DROM, et qui vise à sensibiliser les particuliers sur la maîtrise de la consommation d'énergie. Alors, ce programme se décline au travers d'actions, d'actions collectives et d'actions individuelles. Donc, l'objet du webinaire aujourd'hui, c'est que M. Callas, le conseiller, puisque nous avons 3 conseillers ZEST, l'intervention de M. Callas va vraiment consister à expliquer le pourquoi et le comment, pourquoi faire des économies d'énergie et comment les réaliser. Donc, je vais passer la parole à M. Callas. Donc, M. Callas va prendre la parole. Merci beaucoup, Madame Ramassamy. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, Oui. Monsieur Callas. D'accord. Alors, comme l'a dit Madame Ramassamy, nous sommes là pour vous donner des informations concernant la maîtrise de l'énergie. Donc, ZEST, qui est un sigle qui veut dire Zone Outre-mer solidaire pour la transition énergétique. Voilà, c'est un peu comment se décline ce nom. Alors, pourquoi faire des économies d'énergie? Bon, on va faire quand même un petit rappel par rapport à ce qui se passe dans le monde. Voilà, ici, on connaît les conséquences en Guadeloupe qui peuvent être importantes, notamment tout ce qui va concerner le réchauffement climatique. Donc, nous, on est à la fois touché par les cyclones. Donc, cyclone qui veut dire nous avons une part par rapport à notre consommation que nous faisons des gaz à effet de serre et qui conduit justement au réchauffement climatique. On a eu pas mal d'événements, voilà, par exemple, Irma, comment ça se définit. Même les sargasses aussi fait partie du cas des réchauffements climatiques. Et donc, on a notre part, notre contribution à faire sur cette Terre, puisque nous n'avons pas pour l'instant de planète bis. On n'a que la Terre comme support. Donc, on devrait faire attention. Alors, comment réduire sa facture d'électricité? Il y a plusieurs façons de comportement. Il y a aussi l'équipement. Nous allons parler à la fin d'ici de... Oh là là, ça passe pas. Ça passe pas. Comment réduire sa facture d'énergie? Voilà l'équation. C'est très simple. Puissance multipliée par le temps, multiplié par 14 centimes d'euros, c'est le coût TTC d'un kilowattheure. Et on sait très bien que l'énergie économisée, c'est celle qu'on n'a pas consommée.
Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet, si vous le permettez. Il y aura 3 axes. Donc, la protection de la chaleur dans l'habitat, les équipements de la maison et naturellement, à la fin, les éco-gestes. Et puis, nous allons continuer, bien sûr, comme je l'ai dit au départ, sur la facture. Alors, il faut savoir que nous avons tendance à tous climatiser notre maison, puisque maintenant, il fait de plus en plus chaud. On a parlé tout à l'heure de gaz à effet de serre. Le climat étant augmente 1 degré, 2 degrés, c'est quand même important. Et on passe à fabriquer encore des gaz à effet de serre pour se refroidir. Donc, comment faire? Déjà, pour les personnes qui vont faire justement de la rénovation énergétique ou bien la rénovation tout court, donc le choix de la toiture va être important, de la fin du temps de la couverture, qui va générer moins de charge thermique au niveau, de la maison, puisque 60% 70% de la charge thermique vient de la toiture. Et donc, il est important déjà de faire des effets de réflecteur. Donc, nous allons mettre une couverture de ton clair qui va nous permettre justement de ne pas pouvoir recevoir trop d'énergie à l'intérieur de la maison. Donc, c'est vrai que bon, les personnes disent que ah, ma toiture, elle est claire, mais elle se salit. Effectivement, on a ce problème qui est encore un problème dû au réchauffement climatique de la brume de sable qui salit énormément les toitures, hein. Pas que les toitures, mais partout. Et donc, l'entretien des toitures aussi demande bon, on a la pluie quand même qui nettoie de temps en temps, mais il est important aussi d'entretenir sa toiture. Donc, déjà, au niveau de sa couverture, nous allons prendre une couverture de ton clair. Je ne dis pas de couleur claire, ni rouge. Enfin, c'est le ton qui doit être clair. Ça peut être un rouge, ça peut être un vert, ça peut être un bleu, mais le ton doit être clair. Plus c'est clair, plus ça fait un effet de réflexion de la chaleur. Mais cela ne suffit pas puisqu'il faudra aussi penser à isoler. Donc, nous allons, bon, madame, lui en a parlé tout à l'heure de l'isolation, donc on peut en parler déjà. Isolé par l'intérieur ou par l'extérieur. Donc, pour la toiture, on va parler de l'isolation entre le faux plafond généralement et la tôle. Donc, ça peut être il y a plusieurs produits. Il y a la seule caractéristique technique qu'on demande, c'est le R, c'est-à-dire la résistance thermique qui ne doit pas dépasser 1,5. C'est très technique, mais je pourrais vous donner plus d'informations si vous venez me voir. Donc, ces isolants vous permettront justement de ne pas subir la charge thermique due à la toiture, donc à la charge du soleil. Ceci ne suffit pas puisqu'on a isolé la maison et certaines personnes me disent, oui, mais monsieur, vous m'avez dit d'isoler, mais j'ai encore chaud dans la maison. L'isolation ne va pas sans l'aération, une bonne ventilation. Donc, c'est pourquoi, pour les personnes qui vont construire, de pouvoir bien positionner leur logement afin que l'air puisse y circuler parfaitement. C'est vrai, si on a une belle vue, on voudrait préserver cette vue tout en... Non, c'est-à-dire qu'on va préserver plus le confort intérieur et trouver des astuces pour pouvoir que l'air circule tout en gardant sa belle vue. Mais il faut penser que la circulation de l'air est très, très, très importante. Donc, circulation de l'air, isolation de la toiture. Et nous avons aussi, si vous regardez l'image, la première image, on a aussi des protections qui peuvent être dues à la galerie. Donc, on voit la moitié de la galerie, il y a de l'ombre. Donc, les avancées de toiture, c'est aussi, ça permet de diminuer la charge thermique. Donc, ça, c'est dans la partie constructive qui peut être aidée, hein. Donc, on peut avoir des aides sur ça. Donc, on avait la sagesse avant de pouvoir construire avec, bon, ça coûte aussi trop cher maintenant, mais de faire des galeries autour de la maison qui rafraîchissaient la maison et ça évitait effectivement une charge thermique. Vous voyez voir au niveau de la première photo aussi, il y a un engazonnement, ce qui est très important, parce qu'on a tendance à mettre du béton un peu partout, et donc le béton fait un effet de réflexion, ce qui entraîne une charge thermique importante. Donc, on est obligé encore de climatiser
Et c'est pas le but, c'est d'avoir quand même un confort. Soit les maisons à l'ancienne, il y avait toujours le petit jardin autour, ou bien une végétalisation qui permet de diminuer cette charge thermique. Donc, ça, c'est pour la partie toiture, qui quand même 70% de la chaleur est due à cela. Bon, pour les personnes qui ont une toiture terrasse, hein, donc une dalle en général, parce que bien souvent, on commence la maison, on n'a pas le temps ou on n'a pas les fonds nécessaires pour faire la toiture, il est important quand même de couvrir la dalle, puisque la dalle va être vraiment l'effet four. On aura une inertie très forte, puisque en journée, on va absorber beaucoup de chaleur et la nuit, ça va être restitué. Donc, protéger la dalle. Donc, il y a des aides pour les toitures surventilées, ce qu'on en a parlé tout à l'heure. Donc, on pourra créer une toiture par-dessus pour ventiler votre dalle. Donc, alors, il faut savoir aussi, on va passer à la phase 2. Donc, on a parlé de la phase 1 qui est sur la toiture, donc la chaleur dans l'habitat. Maintenant, nous allons passer sur la phase 2. Bon, l'éclairage, bon. Hein. Donc, alors, l'éclairage. Bon, avec l'expérience que j'ai vue, les personnes quand même maintenant, on fait attention à ce qu'on a comme type d'équipement. Mais on en trouve encore des personnes qui ont des lampes LED ou pas des LED, pardon, des lampes halogènes qui consomment énormément. Alors que qu'est-ce qu'on recherche dans une ampoule? C'est d'abord un éclairage satisfaisant par rapport à un coût d'utilisation moindre. Donc là, vous avez trois types d'ampoules. Hein. Donc, si vous remarquez, la 7 watts, elle est nettement plus brillante. Hein. Donc, pourtant, c'est 7 watts, même consommation à peu près. En termes, même flux lumineux, parce qu'on va parler de flux lumineux, on ne parle plus maintenant en termes d'éclairage de puissance électrique, mais de flux lumineux. La puissance électrique ne sera que pour la consommation de l'appareil, pas plus pour l'éclairage. Donc, le flux lumineux va être remarqué si vous avez une ampoule maintenant, si vous prenez le temps de lire votre notice sur l'ampoule, enfin les informations sur l'ampoule, il y a un chiffre qui va apparaître avec 2 lettres, LM. Donc, ce sont les lumens. Les lumens vont déterminer la caractéristique du flux lumineux. Donc, plus vous avez de lumens, plus ça va éclairer. Et donc, pas forcément plus de watts. Donc, les lumens vont déterminer le flux lumineux. Et pour ce qui est, par exemple, là, vous voyez qu'il y a trois types de couleurs, hein. Enfin, de tons. Il y a un jaune, un blanc, entre les deux. Donc là, c'est la température de rendu de couleur, ce qu'on appelle l'IRC, l'indice de température de couleur, ce qui va être déterminé par des kelvins. Donc, si vous faites attention, vous allez voir sur la notice, ça commence toujours à 2700 kelvins. 2700 kelvins, vous aurez du jaune. Du jaune, donc vous aurez un ton jaune. Ensuite, on va monter jusqu'à 6500 kelvins où on aura un ton très blanc, blanc chaud. Alors, pourquoi faire cette distinction? Puisqu'il y a des personnes qui ne supportent pas la lumière jaune, donc ils pourront savoir qu'à partir de maintenant, si je prends par exemple 4000 Kelvin, j'aurai un ton plutôt blanc. Et si je préfère le jaune, je serai à 2700 Kelvin. Donc ça, c'est très important à retenir. Ensuite, tous vos points d'éclairage doivent être équipés de LED et de LBC. On en a parlé tout à l'heure. Il y a encore des personnes qui ont des lampes halogènes, notamment comme l'ancienne ampoule où c'est marqué non. On vous fait croire que c'est 30% d'économie en moins, mais il faut toujours regarder la puissance électrique. La puissance électrique qui détermine la consommation. Donc, nous avons les LED maintenant qui sont bien.
qui fonctionne bien. La seule différence, le seul inconvénient avec le LED, c'est que surtout sur cette lumière blanche ne doit pas être fixée par des enfants de moins de 3 ans, puisque bon, ils n'ont pas encore formé tout à fait leur cristallin, et donc ça peut créer des petits problèmes d'opacité. Mais sinon, c'est une ampoule qui, on ne va pas dire écologique, mais tout ce qui fabrique, tout ce qui a de l'électronique, tout ça, il y a un peu de produits toxiques, mais c'est moins toxique, comme on disait, par rapport au LBC, où il y avait un peu de produits toxiques dedans, mais on ne respire pas une ampoule quand c'est cassé, donc c'est quand même des ampoules qui vous permettent de faire des économies. Nous allons passer à la phase électroménager. Alors, ce qu'il faut comprendre dans la phase électroménager, il y a un point vraiment, j'insiste dessus, c'est de pouvoir prendre le temps de lire votre étiquette énergie. Parce que, bon, entre-temps, l'étiquette énergie a changé depuis 2021, où il y a donc vous voyez en bas les appareils qui sont assujettis à cette nouvelle étiquette énergie. Il y a un complément. Sur la nouvelle, on vous parle du bruit, on vous parle de la consommation d'eau pour les appareils comme réfrigérateur, pardon, les lave-linge et tout, ou la vaisselle. Et le bruit est important, puisque de plus en plus, on essaie de faire des appareils moins bruyants. Et donc, la nouvelle étiquette, elle part de A à G. Et les plus, vont partir. Il n'y aura plus d'appareil plus. Il n'y aura que du A jusqu'à G. Donc, pour l'instant, ce n'est pas encore très clair, même au niveau des fournisseurs. Je crois que l'étiquette, elle est là. Donc, il faudra y faire attention. Parce qu'ils sont en train de quand même liquider leurs anciens appareils. Mais normalement, c'est la nouvelle étiquette qui prime. Alors, je vais faire un petit zoom sur un équipement quand même qui est important, c'est le chauffe-eau. Enfin, le chauffe-eau, nous avons 3 types de chauffe-eau maintenant. Vous avez le chauffe-eau classique qui est le chauffe-eau électrique avec la résistance où il faut quand même... vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui. Donc, voilà, je m'attendais, ça a bougé. OK. Donc, où il faut s'équiper, bon, voilà, il faut qu'il y ait un programmateur. La programmation, c'est-à-dire faire fonctionner, par exemple, votre chauffe-eau électrique de 22h à 5h du matin, c'est où le coût est moins important pour les personnes qui ont la double tarification. Mais même sans la double tarification, c'est plus intéressant pour vous. Limiter la température, puisque bon, certaines personnes nous laissent à 90 degrés, ça ne sert à rien, puisque pour les chauffe-eau qui sont réglables, hein, bien sûr. Et aussi, lors de vous partez, donc ça ne sert à rien de les faire fonctionner. Si on dit favoriser le chauffe-eau solaire, on y reviendra. Par contre, la nouveauté, qui n'est pas une nouveauté, mais bon, qui a été mise en place assez récemment, on parle maintenant de chauffe-eau thermodynamique, où l'intérêt du chauffe-eau thermodynamique, c'est tout à fait un complément entre le chauffe-eau électrique et le chauffe-eau solaire. Alors, le chauffe-eau, c'est carrément le remplacement du chauffe-eau électrique classique. On parle de COP. Le COP, c'est le coefficient énergétique, le coefficient énergétique qui permet de se connaître la performance de l'appareil. Donc, pour 1 kWh consommé, on restitue environ 4 kWh en termes de chaleur. Ce qui veut dire qu'on consomme moins d'énergie et on distribue autant d'énergie. Tandis qu'un chauffe-eau classique électrique, si c'est 2000 watts, ça consomme, ça vous donne 2000 watts en permanence. Donc, ça veut dire 2 kilowatts en permanence, alors que là, c'est en fonction de... Il y a un régulateur qui vous dit... C'est vraiment le chauffe-eau intermédiaire. Mais c'est quand même de l'énergie, mais en moindre quantité. Donc,
pour les personnes, bon, il y a la prime qui est sortie, mais plus pour les appartements, mais c'est plus cher. C'est vrai que le chauffe-eau thermodynamique, c'est plus cher pour compter dans les entre 1500, entre 1200 et 1500 euros. Il y a la prime dessus. C'est un volume, il faudra pouvoir avoir de la place. Mais il y a des personnes qui ne supportent pas de voir sur leur toiture un chauffe-eau solaire, donc ils peuvent passer par par cet intermédiaire. Donc, voilà. Alors, concernant le chauffe-eau solaire, bon, tout le monde connaît maintenant le chauffe-eau solaire. Il y a plusieurs modèles. Donc là, c'est le modèle classique hein, avec le capteur et puis le ballon par-dessus. Il y a un autre modèle aussi, c'est le modèle qui est avec un seul bac. Donc tout est compris dedans, c'est le compact. Hein. Donc il y a le capteur et le ballon. Et puis il y a le autre type de chauffe-eau solaire qui est les capteurs sont, on voit ça souvent dans les immeubles. Les capteurs sont au-dessus de la toiture et les ballons sont à l'intérieur. Mais ce sont des chauffe-eau solaires, je dirais, qui vont consommer un peu d'énergie parce que le problème, il faut que l'eau chaude soit au-dessus des capteurs. Vu que le ballon est plus bas, il faut un circulateur, donc il faudra faire fonctionner un circulateur pour arriver l'eau chaude chez vous. Donc c'est un peu plus cher, mais c'est bon pour certaines personnes, c'est esthétique. C'est à chacun de voir. Concernant ce chauffe-eau solaire, donc on vous dit bien 40 à 60% d'économie sur la facture d'eau par rapport à un chauffe-eau de 50 litres. Mais ça, c'est pour une famille de 4 personnes utilisant le chauffe-eau correctement. Enfin, correctement, ça veut dire que normalement, un bain, c'est maximum 50 litres. 50 litres, enfin une douche, pardon, c'est 50 litres, un bain, c'est 250 litres par personne à raison de 10 litres d'eau chaude. Il faut savoir aussi pour un chauffe-eau solaire, comment dimensionner ce chauffe-eau solaire. C'est 50 litres par personne vivant dans le foyer. Donc, un chauffe-eau solaire pour 4 personnes, c'est 200 litres. Ça peut aller jusqu'à 5 personnes quand même. Bon, voilà. Et ainsi de suite. Donc, vous multipliez. Et un chauffe-eau électrique, c'est 10 litres par personne vivant dans le foyer. C'est à peu près pareil pour le thermodynamique aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec son chauffe-eau solaire? Par exemple, pour éviter une surconsommation, on peut, ce qui ne se fait pas souvent, puisque ça demande quand même une installation particulière de mettre un mitigeur thermostatique. On ne pourra laver qu'en journée, c'est-à-dire que l'eau chaude, nous allons la capter, faire alimenter notre lave-linge, sachant que on peut régler la température. Mais là, bon, la personne a mis un mitigeur, mais c'est plus un robinet thermostatique où les températures sont déjà pré-réglées. Vous n'avez pas à tester est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est froid. Donc c'est plus un mitigeur thermostatique. Donc, si on doit faire une installation comme ça, il faut compter dans 800 € maximum, en plus de l'appareil à poser. Donc, c'est une façon aussi de faire des économies d'énergie, donc d'éviter de consommer de l'électricité alors que nous pouvons faire autrement. Alors, la partie la plus intéressante, pour moi, c'est le comportement. Donc, les éco-gestes, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut se mettre en phase avec soi-même, avec sa demande? Donc, là, vous avez le wattmètre. Bon, c'est un petit appareil, un petit compteur, quoi, que vous branchez sur la prise et vous raccordez quel que soit l'appareil par-dessus. Et ça vous permet de compter les kilowattheures que vous avez consommés. Donc, ici, nous avons des exemples. Par exemple, là, ici, ce bloc qui est branché, pourtant qui n'alimente rien, 6 watts 5 par heure. Vous voyez, si vous le laissez brancher à l'année, ça vous fait une quantité d'énergie consommée, donc un coût aussi à l'année. Bon, à l'année, bon, vous allez me dire que ce n'est pas beaucoup, mais en termes d'économie d'énergie, on dit toujours c'est grain de riz qui a fait sac de riz. Donc, il n'y a pas de petite économie.
Tant qu'on peut le faire, on le fait. Donc ça, ce type de chargeur, on peut le débrancher. Ça ne demande pas à faire grand effort, là. C'est juste le débrancher. Ne pas oublier de le débrancher. Par exemple, ici, vous avez votre lave-linge, le capot ouvert, enfin, c'est vide, hein, pourtant sans vêtements, hein, ça ne tourne pas. Et on constate quand même ce qu'on appelle là, c'est une énergie fantôme, consommation fantôme. Ça consomme 1 watt. Vous allez me dire, ouais, mais 1 watt, c'est rien du tout. C'est sur la durée, hein, ça compte. Et ça, c'est débrancher les appareils. Ça permet justement de ne pas de consommer à votre insu. Encore un autre exemple. Un autre exemple, ici, vous avez, bon, là, un peu de tout, hein. Euh, lecteur laser, bon, ce qui n'existe presque pas. Mais en tout cas, ça consomme. Tout ça, ça consomme. Vous avez votre Maxibox, bon, là, maintenant, c'est l'ancien système, mais ça consomme. À votre insu. Bon, si la nuit, vous n'avez pas besoin de la box, bon, vous éteignez. Alors, comment faire? Comment faire? Ben, il y a ça déjà. Il y a, ce sont les multiprises qui sont les moins chères. Vous avez des multiprises plus, je n'ai pas voulu les mettre, mais bon, plus sophistiquées, avec des coupes-veilles qui coûtent plus cher. Donc ça, vous allez trouver ça, ce type en fonction du nombre de raccordements, de la puissance qui peut être posé dessus, entre, allez, on va compter à partir de 8 € jusqu'à 15 €. Les multiprises intelligents, on part déjà sur une base de 20 €, qui ont bien souvent des parafoudres, des parachutenseurs, et qui peut monter jusqu'à 100 et quelques euros. Mais au moins, vos appareils sont protégés et vous avez les coupe-veilles par-dessus. Alors, donc ça, c'est un petit investissement. Par contre, encore dans l'éco-geste, très simple. J'éteins la lumière où je suis, la pièce. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Et c'est autant de kilowattheures qu'on évite de consommer. Pour mémoire, je ne l'ai pas dit au départ, mais il faut savoir que 80% de notre consommation, de notre production d'électricité est fait avec du fioul lourd. On sait qu'est-ce qui se passe en ce moment. On entend comment le coût des carburants augmente. Pourtant, pour l'instant, on ne parle pas de coût de répercussion sur le coût de l'électricité. Si on doit réajuster tout ça, les factures vont être très, 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 très élevées parce que pour l'instant, on est protégé. Bon, je vais en parler à la fin. Alors, toujours dans les éco-gestes, la climatisation. Alors, ce qui est préconisé la nuit, hein, donc de régler entre 24 et 26 degrés, de nettoyer régulièrement vos filtres, de prendre aussi, il y a aussi l'entretien global, un peu comme pour votre voiture, vous avez une révision à faire. Donc, l'appareil, c'est un appareil qu'il faudra réviser au moins une fois annuellement au niveau de sa contenance en gaz, des appareils, des pièces qui peuvent être, qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai perdu. Des pièces qui peuvent être abîmées. Ensuite, bon, comme je l'ai dit, j'entretiens régulièrement mon filtre. Nous allons passer à une autre phase, c'est le réfrigérateur-congélateur, qui est aussi un poste quand même important, puisque le réfrigérateur, le congélateur fonctionne en permanence. Donc, il y a des attitudes à avoir par rapport à cela. Donc, vérifier l'état des joints, éviter de placer les appareils à proximité d'une source de chaleur. Donc, quand je dis source de chaleur, ça peut être le four, mais ça peut être un mur où ça reçoit beaucoup de chaleur. Ça peut être aussi à côté d'une fenêtre où c'est léché par la lumière solaire. Donc, ça fait qu'il y a une surconsommation puisque l'appareil surchauffe, doit maintenir une température, ce qui fait que on surconsomme. Pareil aussi pour le congélateur. Pensez à dégivrer et à nettoyer régulièrement, hein, ça c'est important. Et aussi,
ce qui est aussi important, la disposition des aliments à l'intérieur, que ce soit du congélateur ou du réfrigérateur, il faut laisser quand même une circulation d'air. Et quand c'est trop rempli, ben, ça remplit plus sa fonction, un peu comme le lave-linge, hein. Si vous remplissez votre lave-linge avec trop de vêtements, ben, vous n'avez pas le frottement, l'auto-frottement des vêtements par rapport à eux-mêmes. Donc, vous n'avez pas un lavage correct. Mais là, en l'occurrence, pour le froid, vous aurez un problème de circulation d'air. Donc, un refroidissement moindre. Pour anecdote, quelqu'un, lui, il faisait la vente en gros de produits animaux, je crois que je veux dire animal, et donc il a pris je veux dire de la viande fraîche, pas fraîche, mais il a mis au fond, il a mis par-dessus d'autres aliments. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, la viande qui était au fond n'a pas eu le temps de congeler, donc ça s'est un peu gâté. Donc, s'il y avait de l'espace autour de ce produit, on n'aurait pas eu ce problème-là. Donc, ensuite, comme je parlais de dégivrer régulièrement, alors là, vous avez un petit zoom sur la consommation qui peut être plus, hein. Donc, notamment, vous voyez, il y a beaucoup de givre, hein, au niveau des appareils. Et ce givre-là va freiner la production de froid. Contrairement à ce que vous croyez, c'est un peu comme le système des igloos, où il fait -50 à l'extérieur dans le pôle Nord. Ils vont créer une maison en glace pourtant, et à l'intérieur, il va faire -15. Et je peux vous dire, quand il fait -15 et -50 à l'extérieur, on sent chaud à -15, malgré ça. Et là, on voit que l'appareil ne peut pas, puisque c'est les parois où il y a l'échange thermique qui se fait sur le niveau des parois. Et les parois sont occultées par le givre. Le givre, c'est quoi? C'est la condensation de l'air, hein, de l'eau qui est dans l'air, qui, qui se colle aux parois. Donc, il faudra dégivrer régulièrement. Et ce que j'ai remarqué aussi, des personnes qui mettent, par exemple, leur congélateur ou réfrigérateur dans une zone où il y a un fort passage, enfin, une forte ventilation. Donc, vous avez à tout moment de l'air chaud qui rentre. Et donc, il faut à chaque fois évacuer cet air-là. Donc, ça se fait facilement avec les no-frost, mais si ce n'est pas no-frost, vous avez une concentration d'air chaud qui va se condenser sous les parois et vous aurez ce problème de givre. Donc, pensez à régulièrement dégivrer, bien sûr, mais aussi vérifier, comme je le dis encore, de vos appareils. Aïe, 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 qu'est-ce qui se passe? Alors, un point aussi important concernant la lessive, hein, donc c'est de plus en plus nous avons des lessives basse température, donc je parle du produit. Donc on peut maintenant éviter de surchauffer autant que possible, puisque c'est pas dans tous les cas c'est possible. Donc le linge en utilisant des lessives basse température. On dit des 20 degrés, sachant que l'eau en Guadeloupe, elle est à 24 degrés, donc on est déjà à une température où on peut laver tranquillement. Alors, il faut savoir que le lave-linge aussi, les nouveaux ont un capteur de savon, savoir s'il y a encore du savon pendant le rinçage. Donc, le dosage du savon est important. Si vous ne dosez pas correctement, ben, l'appareil va, tant qu'il va détecter qu'il y a un peu de savon, ça va continuer à nettoyer et donc ça va faire une surconsommation d'eau et une surconsommation d'électricité. Bon, nous revenons à ce que je vous disais au départ, donc ma facture. Donc la facture, il faut comprendre que la facture, elle n'est pas quelque chose de magique ou tombé du ciel. Elle est due à notre comportement. Bien sûr, donc là, vous avez 3 générations de compteurs, l'électromécanique, l'électronique et le petit, le nouveau, qui est le Linky. Et par rapport aux deux précédents, celui-là, il ne rate pas un gramme, je dirais, de watts. Donc, les watts qui passent, c'est mesuré, c'est très bien mesuré. Et l'intérêt aussi d'avoir un compteur comme ça, c'est vous pouvez vous
vous raccorder à, pas vous raccorder, mais installer l'application Dom et Écorce. C'est une application intéressante parce que ça vous permet de suivre aussi votre consommation. Parce que vous pouvez avoir votre consommation par mois, par jour et heure pour heure. Donc, à ce moment précis, donc vous allez pouvoir savoir, effectivement, par rapport à votre facture d'EDF, est-ce que, bon, ils m'ont facturé ça, mais tel jour, j'ai consommé pas ça, j'étais pas là, et qu'est-ce qui s'est passé? Et en votre absence, vous saurez si effectivement il y a une consommation qui se fait et à votre insu. Donc, c'est quand même intéressant. L'application DOM Ecorse, vous allez le retrouver. Généralement, vous allez sur votre portable, vous allez retrouver cette application dans comment ça s'appelle? Dans le drive, voilà. Ensuite, alors, ma facture. Souvent, on est perdu par rapport à cette facture. Donc, là, la facture, voilà un peu, j'ai montré l'équation au départ, et maintenant, là, je vous montre un peu comment y faire. Vous avez le problème de votre abonnement est important. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de clim la nuit, ou vous utilisez très peu la clim la nuit, ou vous faites très peu d'utilisation, je dis bien de 22h à 5h du matin de l'électricité, le double abonnement n'est pas nécessaire. C'est quand vous avez une consommation quand même élevée la nuit, ça vous permet de vraiment d'économiser par rapport à votre abonnement. Parce que la double tarification, l'abonnement revient à plus cher annuellement. Donc, c'est déjà un cas de pouvoir faire des économies. Ensuite, vous avez, où c'est encore figé, c'est les taxes. Hein. Figé, pas vraiment, parce que les taxes sont en fonction de votre consommation. Ça représente à peu près 30% avec TVA, je crois. 30% de votre consommation. Donc, et la plus grosse taxe, c'est la CSPE, la contribution service public électricité. Pourquoi cette contribution? C'est pour justement, ça a été mis à place il y a quelques années pour compenser justement le différentiel entre la production, le coût de la production et le fait de facturer à 14 centimes les personnes dans les DOM. Parce que sinon, si on devait ajuster le coût de la production au coût de la vente, on n'aurait pas ce prix-là. Donc, la CSPE permet sur les 36 millions, voire plus que ça d'abonnés d'EDF, de mettre une cagnotte en place, de pouvoir payer le différentiel et aussi toutes les actions que EDF fait, c'est l'isolation, le chauffe-eau, etc. Cette CSPE-là sert à ça. Que maintenant, elle est très décriée puisque on est en train de la dévoyer à autre chose. Alors, où je peux faire des économies, c'est sur mon comportement, l'énergie que j'ai consommée. Donc, on a vu, il y a la protection solaire, on a vu l'état des équipements, comment utiliser les équipements. Maintenant, vous savez comment faire pour faire des économies d'énergie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, pour moi, voilà, voilà à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Je ne vous entends pas. Alors, non. Alors, j'ai une petite question. Oui. Alors, juste un instant, je pense que la personne rédige. J'ai une petite question. Pour rebondir, pour compléter ce que vous disiez, M. Calas, alors j'étais bonne élève sur la partie éteindre la lumière en sortant d'une place. Par contre, pour débrancher la lave-linge, je ne suis pas bonne élève du tout pour celui-là. Donc, on ne pense pas forcément à débrancher le lave-linge. Voilà, il a sa prise, on se dit pourquoi débrancher. Pour les autres prises, oui, ça va. Et j'avais noté, oui, quand vous avez parlé du congélateur avec le givre, là, c'est l'exemple peut-être même des étudiants
qui ont le petit combiné. Vous savez, avec la petite partie réfrigérateur, on nous soumet le haut, ce n'est pas vraiment un congélateur, et c'est du givre que ça fait. Et la question, c'était pendant combien de temps on pouvait garder des aliments, parce que ce n'est pas un congélateur, c'est juste la petite partie, mais souvent, vous voyez que c'est du givre que ça fait. Donc, Le ça aussi, givre, voilà. Oui. Le givre, c'est maximum 0 degré. Si on doit Oui. conserver un aliment, Oui. la congélation, c'est à partir de moins 18. Ah oui. À partir de moins 18, Oui. et C'est pas on censé passe, être congélateur, oui. voilà, moins 18, on garde l'aliment quelques jours. Moins 25, on est déjà dans pratiquement la surgélation. D'accord. Et donc, jusqu'à moins 35. Donc, quand ça fait du givre, on peut prendre un thermomètre, vous allez voir que ça monte pas, ça descend pas plus bas que 0. Ça peut faire, ça va pas même faire moins quelque. Parce que le givre même déjà fait un effet de réchauffement. voilà. Donc, c'est toucher le givre, vous voyez, toucher du givre et toucher de la glace. Vous voyez, la glace qui est à 0 degré et toucher le givre, vous voyez que c'est pas, on sent le froid plus facilement, plus intensément sur un morceau de glace que sur du givre. Pourtant, c'est la même chose. Parce que aux aliments qu'on conserve justement dans ce petit non, ça c'est 3 jours, hein, maximum. Oui, sinon des risques. Ah oui, c'est 3 jours. Donc, ça, c'est important. Et par rapport au lave-linge, je ne sais pas si pour les personnes un peu, voilà, d'un certain âge, on mettait un petit boîtier à côté. C'était systématique. Il y avait un petit boîtier à côté pour le lave-linge avec un interrupteur. D'accord. Ça se faisait, mais non, on ne fait plus ça. Mais on n'est même pas obligé de faire ça, puisque si, avec le nouveau, la domotique, ou bien même les personnes qui ont les moyens, mais c'est important d'avoir ce boîtier-là. Si vous n'avez pas le boîtier, vous pouvez acheter un programmeur. Vous mettez le programmeur qui va dire, bon, à telle heure, il n'y a plus d'électricité, et même si ça veut pomper un petit peu, ça ne va pas pomper. Donc, il y a toujours une petite solution. Oui, après, je ne pense pas. Oui, on n'y pense pas, mais c'est quand même important. Alors, on avait avait parlé aussi. On a la question, pardon, du spectateur. Peut-on revendre son énergie à EDF si on est équipé en solaire? Ça ne se fait pas comme ça. Il y a un contrat, c'est déjà un contrat de 20 ans, qui est toujours d'actualité. Il y a un coût. Il y a maintenant, avec le nouveau compteur, on peut avoir l'injection et l'éjection, c'est on envoie vers ou bien la réception. Donc, il faut d'abord que ça soit déterminé dès le départ. Et que parce que, alors, je conseille plus à utiliser l'énergie solaire pour un secours, parce qu'on est dans une zone sismique, cyclonique et tout. Quand on veut vendre, on a quand même un contrat, il y a des exigences à respecter sur 20 ans. Donc, vous devrez vous assurer fournir votre production continue. Donc, s'il y a un souci, il faut regarder dans les termes du contrat, qu'est-ce que va vous réclamer en tant que cadre et tout ça. Donc, c'est très important. Oui, on peut vendre, on peut toujours vendre, mais il faudra se rapprocher du service d'EDF qui se trouve il se trouve à Bergerac. Il y a un site dédié à cela. J'oublie le nom de la personne, c'est Madame Cornélie, normalement, qui était en charge de ça à EDF. Mais c'est possible. D'accord. Et il y aura encore des choses, il y aura encore des programmes. Il y a un programme qui était sorti avec EDF où ça s'appelait il y a 4 ans, où la personne n'était pas propriétaire de son installation. Mais si vous voulez, EDF est un peu comme les grandes entreprises ils vendaient de l'énergie sous la toiture. EDF, vous louez votre toiture quelque part. Et après 15 ans, vous deveniez propriétaire. Mais je pense que ça n'a pas tenu longtemps puisque j'entends plus parler de cette opération d'EDF. Ouais, j'entends plus parler. Je sais pas qu'est-ce que c'est devenu. Mais, voilà. Mais c'est possible de vendre toujours. Mais l'intérêt, est-ce que
par rapport à l'investissement que vous allez faire et au coût de revient, il faudra bien calculer votre investissement. Parce que il y a quand même un coût si c'est vous qui achetez le matériel, il y a un coût. Et donc, regardez par rapport à ce que ça va vous rendre, la rentabilité, est-ce que ça vaut le coup? Vous Alors, avez des personnes qui sont spécialisées pour ça. j'ai une autre question. Alors, c'est quoi la différence entre Soliya et Zest? C'est la même structure. Est-ce que c'est la même structure? Alors, Solia, c'est la structure qui porte Zest. C'est un programme. Zest, c'est un programme. C'est un programme qui a été mis en place par. Justement, c'est un programme de CDE, c'est des certificats d'économie d'énergie. Donc, le but, sensibiliser, informer les ministres d'outre-mer, qui a été mis en place par Total, Total Énergie. Et donc, ce programme-là se décline, ah ouais, c'est très, parce que là, on n'en a pas parlé, sur 3 actions. Donc, il y a ce qu'on appelle les ateliers collectifs, où on rencontre des gens et euh, on fait un jeu. Il y a un jeu sur l'économie d'énergie. Donc, on apprend tout en jouant. Il y a les ateliers, les rencontres. Oh là là, je connais ça tellement très bien par cœur. Enfin, il y a aussi les VAD. Les VAD, ce sont les visites à domicile. Je pense que les VAD, ce sont ce qu'il y a de mieux au niveau de ZES parce qu'on va chez vous, on regarde qu'est-ce que vous avez comme type d'équipement et en fonction de ça, on peut vous aider à faire des économies d'énergie. C'est très, très important quand même de pouvoir voir un peu comment la personne fonctionne. Et moi, j'ai déjà eu des cas où des personnes me disent, ah, mais moi, pas payant le courant, quand je regarde, le compteur est bloqué. Bon, mais EDF, pour l'instant, ne réagit pas, mais ils auront bientôt le nouveau compteur, ils vont s'attendre, et donc je les préviens déjà qu'ils vont déjà avoir des factures quand même importantes par rapport à leur consommation. Il y a ça, il y a d'autres personnes aussi qui se rendent compte que, bon, ben, je ne comprends pas. Moi, j'ai le cas d'une dame où elle m'a dit, mais entre novembre et décembre, là, mais EDF, ce sont des voleurs. Ils m'ont facturé, c'est pas possible. Je dis, mais qu'est-ce que vous avez changé dans votre type d'équipement? Ben non, j'ai rien. Ah, ma fille m'a fait cadeau un sèche-linge. Je dis, mais voilà, madame, vous avez un gros fer à repasser qui vous sèche le linge et ça ne vous étonnez pas que ça vous consomme de l'énergie. Donc, après, vous avez les personnes où l'étanchéité des menuiseries n'est pas correcte. Et donc, pour cela, normalement, concernant ma prime rénov, puisqu'on devait en parler, il y avait, alors, je parle sous condition de bien décortiquer cette partie-là, il y avait une partie où on pouvait faire le remplacement des fenêtres. Ce qui, je ne l'ai pas vu, mais il me semble qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas changé, ils l'ont ajouté. Normalement, ça devrait être dedans. Et donc, ça permet d'avoir des zones étanches, parce que dans une pièce, quand on va climatiser une pièce, il faut que ce soit isolé, pas forcément étanche à 100%, parce qu'il faut laisser le renouvellement sanitaire. Donc, sous la porte, le 1 cm, c'est nécessaire, même si vous ressentez la fraîcheur, mais il le faut, hein. C'est le renouvellement sanitaire. Et donc, ça vous permet justement d'économiser de l'énergie. Donc, c'est très important de faire une VAD, hein. Donc, et nous avons une convention avec EDF où parfois où les personnes se plaignent justement de, de surconsommation. Et puis, qu'on voit, bien souvent, les gens ont raison, d'autres fois, ils n'ont pas forcément raison. Ça peut être juste un appareil qui surconsomme, un appareil qui est trop âgé. Vous avez des appareils qui ont. Moi, mon record d'un congélateur, c'est 40 ans. Un congélateur qui a 40 ans, faut dire que les pièces ont commencé à user, les joints, ça commence à demander pardon. Et donc, la personne dit, mais ça refroidit. Oui, ça refroidit, mais est-ce que ça refroidit dans les conditions optimum de la Ben, consommation? Non. Et c'est là notre rôle, justement, dans le VAD. Donc, j'ai justement, initié. Justement, Monsieur Callas, la question suivante, je pense que c'est lié au VAD. Si je comprends bien, Zest peut faire le bilan énergétique de mon habitation et me conseiller sur le type de travaux à réaliser. Tout à fait, tout à fait. Parce que nous avons dans le VAD, nous avons deux pôles, c'est-à-dire les éco-gestes
et le bilan éco-travaux. Donc, on peut vous dire, faire un bilan, enfin un bilan rapide, on ne va pas vous faire des calculs, mais vous dire, ben, bon, par exemple, ce poste-là, il serait bien de remplacer le climatiseur ou bien de mettre une isolation en façade, puisque votre façade, elle reçoit trop de chaleur. Il y a des informations qu'on peut donner comme ça. Donc, en plus, c'est gratuit, hein, il n'y a rien à payer, hein. Donc, on vient, on prend rendez-vous avec vous, on vous fait un diagnostic et puis à la fin, on peut vous envoyer le rapport. Merci beaucoup pour vos réponses, M. Callas. Merci. C'est moi. C'était le message de l'intervenant. Oui, alors, donc, je voulais revenir sur un point concernant l'isolation aussi. Alors, concernant les aides, oui, vous avez parlé tout à l'heure des aides où on peut cumuler effectivement les aides AGO+, et les aides MaPrimeRénov'. Donc, AGO+, c'est EDF et MaPrimeRénov', ce qui peut vous aider énormément à avoir une participation pratiquement zéro ou moindre. Donc, c'est à vous de faire la démarche. Concernant les entreprises, donc on l'a dit, il faut qu'ils soient RGE et aussi on ne peut pas commencer les travaux avant d'avoir eu une réponse. Et on ne finance pas les travaux finis. Donc il faut vraiment que vous ayez fait votre devis, ensuite que tout ça suive, quoi. On ne commence pas les travaux avant l'obtention de la subvention. Il y a des postes, alors dans les postes de protection solaire, comme j'ai dit, il y a les protections par les stores projetés, on peut aussi filmer les vitres, donc ça aussi c'est dedans. Et concernant EDF, je parle de prime, hein, toujours en général. Donc EDF, lui, il finance le remplacement de tôle par des tôles qui sont couplées avec un isolant. Bon, c'est toujours ça de gagner, mais moi je préconise quand même s'il y a l'isolant d'EDF derrière, c'est un isolant qui va se décoller à la longue, de mettre quand même quelque chose de plus classique. Mais si vous avez la possibilité de pouvoir avoir l'étole et de poser l'étole, donc c'est quand même c'est 20 euros, hein. Sachant que pour poser une tôle à tout fournir, il faut compter 80 euros. Donc, il vous resterait 60 euros au minimum à mettre. Il y a encore d'autres offres d'EDF qui sont en place, les brasseurs d'air actuellement, qui peuvent être gratuits ou payants selon le partenaire EDF. Mais tout ceci, vous pouvez vous rapprocher, hein, de l'espace ZEST, hein, du conseiller ZEST, et nous allons pouvoir voir en détail votre consommation, personnaliser votre demande. Voilà. Je pense que là, on arrive au terme de l'intervention. Ben oui. C'est vrai que c'était la première par rapport à ce mois de l'habitat organisé par la CAL, donc je vais déjà arrêter le partage. Donc, comme je vous le disais, donc c'est une manifestation qui concerne tout le mois de mars avec les quatre, on a fait de celle d'aujourd'hui, avec les 4 interventions via les webinaires. Donc, on a réalisé donc, ce webinaire d'aujourd'hui sur la maîtrise de l'énergie. Donc, on remercie Solia avec M. Callas qui nous a fait ce complément pratique très intéressant sur la nature des travaux, sur les exemples et surtout sur l'utilité de faire les travaux d'isolation, d'améliorer le confort du logement. On a bien vu que ça joue sur la facture d'électricité, sur les énergies utilisées. Donc, les prochains thèmes vont concerner l'accession à la propriété, donc les différentes démarches pour devenir propriétaire. Ce sera le jeudi 17 mars. La location touristique et saisonnière, donc c'est le programme du vendredi 25 mars. Et l'amélioration de l'habitat,
où là, ce sera vraiment les aides à l'amélioration de l'habitat, mais classique, sans la rénovation énergétique, les aides de l'État, mais aussi des collectivités, régions et départements. Donc, à ce moment-là, ce sera le jeudi 31 mars. Alors, donc, bravo, c'était super intéressant. Merci beaucoup. Merci, très personnalisé, puisqu'au final, c'est vous qui avez suivi cet entretien. Donc, merci à vous pour toutes ces informations. Nous vous remercions d'avoir assisté avec nous à ce premier webinaire sur le mois de l'habitat organisé par la CARD. Merci. Et n'hésitez pas à nous contacter donc, à Solia Guadeloupe 05 90 48 00 89 48 00. Voilà. Okay. C'est bon.